Chapitre 12. La belle dame sans merci. Les pavés sur lesquels ils se tenaient s'ouvrirent comme des trappes et les précipitèrent le long d'une pente obscure sur laquelle ils glissèrent sans pouvoir s'arrêter. Pour arriver aussi loin, Sarah avait dû faire preuve de persévérance et faire face à de nombreux paradoxes, mais s'il n'avait pas été en train de dévaler la pente sur le dos en agitant les bras et les jambes comme un cloporte, Ogle aurait pu lui dire que tout cela ne signifiait pas grand-chose. Jarrett était le roi du château et ne tolérait aucune émotion ni aucun geste d'amitié ou d'affection. Avec son baiser, Sarah avait mis à exécution la menace de Jarrett, et Ogle allait devenir le prince de l'infection éternelle. Au royaume de Jarrett, tout le monde était individualiste. Quand quelqu'un rendait un service, ce n'était jamais par gentillesse, mais par calcul, dans l'attente d'un retour sur investissement. Le verbe « donner » était un mot obscène tout juste bon à être griffonné sur les murs des toilettes. Le verbe « aimer » n'avait d'autre connotation que le désir. On se débrouillait par soi-même, mais si on pouvait écraser quelqu'un d'autre au passage, c'était encore mieux. Le succès de chacun se mesurait à la jalousie des autres. Tous les habitants du château enviaient Jarrett. Toutes ses demandes étaient satisfaites, et il avait bien l'intention que cela continuât ainsi. Sarah et Ogle déboulèrent hors du tunnel en pente par une espèce de bouche d'aération qui donnait sur une étroite corniche à mi-hauteur de la face interne de la grande muraille. Ogle atterrit sur le côté et roula par-dessus bord. Heureusement, Sarah arriva pour sa part sur ses deux pieds, propulsée à quatre pattes par son élan. Elle réussit à attraper la main de Ogle juste avant qu'il ne tombât. Suspendu au-dessus du vide, le petit homme couina de peur pendant quelques instants. Puis il se tut, rattrapé par une émotion plus puissante que la peur. Il plissa son gros nez bulbeux et ferma les yeux en s'exclamant avec une grimace de dégoût. Urk. Sarah eut la même réaction. En dépit de leur situation précaire, elle focalisa brusquement toute son attention sur son odorat. Aucune odeur ne l'avait encore jamais agressée à ce point. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle puanteur pût exister au sein de l'univers. « Burk !» grogna de nouveau Ogle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah au supplice. « C'est le bourbier de l'éternelle puanteur !» répondit Ogle l'air hagard. Sarah se souvint de la menace que Jarrett avait lancée à Ogle dans cet affreux souterrain et l'explication que Ogle lui avait fournie plus tard. Il avait précisé qu'on ne pouvait jamais, au grand jamais, laver les éclaboussures de boue de ce marais, ni éliminer l'odeur. Sur le moment, la jeune fille ne l'avait pas pris au sérieux, mais elle le croyait désormais. « Burk, gémit-elle, je n'ai jamais rien senti de... C'est comme... Ah, quelle horreur !»« C'est le bourbier de l'éternel puanteur, ça ne ressemble à rien d'autre, » répondit sèchement Ogle. Puis, d'une petite voix, pour qu'il n'eût pas à inspirer trop d'air, il ajouta « Aide-moi » Sarah se rappela qu'elle tenait Ogle au-dessus d'un précipice. Elle réussit à le hisser à côté d'elle, comme il l'avait fait pour elle un peu plus tôt avec la corde. Loin en contrebas, au pied de la muraille, s'étendait un immense bourbier d'un brun foncé tirant sur le verdâtre. À sa surface, des bulles d'air fétides éclataient doucement après s'être frayé un chemin à travers cette bouillie visqueuse. En éclatant, elle projetait de petites éclaboussures autour d'elle qui mettaient un certain temps à retomber dans la boue. Le bruit était incroyablement écœurant. On emploie rarement le mot « borborygme », mais il ne conviendrait pas ici. D'autres commentateurs ont eu l'idée d'inventer le terme « éviscéral », après s'être rendu compte que les mots glaireux ou mucilagineux n'aidaient pas leurs lecteurs à atteindre le degré de révulsion adéquat. Mais s'il est si difficile de décrire ce bruit, comment espérer trouver dans le dictionnaire un adjectif pour cette odeur pestilentielle ? Un écrivain a résolu le problème ainsi. Pense aux 3 pires odeurs qui ont un jour agressé tes narines délicates, cher lecteur, et multiplie leur intensité par 7.
Puis imagine une pompe, petite, mais étonnamment puissante, qui distillerait ces effluves et te les soufflerait au visage au moyen d'un ventilateur. Tu n'as sans doute pas pu finir de lire cette phrase en raison des larmes qui te sont montées aux yeux, tant cette odeur est atroce. La corniche sur laquelle se trouvaient Sarah et Ogle était étroite, mais le chemin qui s'en éloignait de chaque côté était plus étroit encore, sans compter que de nombreuses pierres reposaient en équilibre précaire les unes sur les autres, le mortier ayant disparu. L'idée de s'aventurer sur ce chemin remplissait Sarah d'effroi, d'autant qu'il s'étirait à perte de vue. Sans doute ne débouchait-il nulle part et ramenait-il les personnes à leur point de départ. Non pas qu'il y eût le moindre espoir d'aller aussi loin avant que les pierres s'effondrassent. Alors même que Sarah et Ogle restaient plantés là en se demandant quelle direction prendre, de petites pierres se détachèrent sous leurs pieds et tombèrent dans la vase, loin en contrebas. Ogle n'avait pas du tout l'air reconnaissant d'avoir été sauvé par Sarah. « Pourquoi diable as-tu fait ça ?» demanda-t-il en lui lançant un regard noir. « Tu me demandes pourquoi je t'ai sauvé ?» répondit-elle stupéfaite. « Non, tu m'as embrassé !»« Arrête de jouer les gros durs, tu es revenu pour m'aider. Ne le nie pas, tu es mon ami. »« Pas du tout, protesta-t-il visiblement excédé. Je ne suis pas revenu pour t'aider, je ne suis pas ton ami. Je voulais juste récupérer ce que tu m'as volé et je te donnais... bafouilla-t-il en sortant la pêche. Me donner quoi ? Nerveux, Ogle passa son poids d'un pied sur l'autre. Ce fut suffisant pour que la pierre sur laquelle il se tenait céda brusquement. Ses voisines la suivirent et un pan entier de la corniche se détacha de la muraille. Ogle essaya de se retenir, mais en vain et tomba avec lui. Sarah voulut le rattraper, mais réagit trop tard. Déséquilibrée, elle tituba au bord du vide, puis bascula à son tour. Elle atterrit sur quelque chose qui ressemblait à un gros coussin couvert de fourrure. C'était Ludo. Ogle hurlait de terreur car il était prisonnier sous la grande carcasse de la bête, après avoir roulé sur son dos. « Ludo !» s'exclama Sarah. L'intéressé pencha la tête en arrière et hurla. « Sans mauvais !» Il était accroupi sur une petite bande de terre qui longeait le marais, mais Sarah ne l'avait pas vu depuis la corniche. Si près du bourbier putride, l'odeur pestilentielle était encore plus redoutable. « Oh ! Oh !» gémit Sarah en se couvrant le nez avec les mains. Ogle essayait de se libérer. « À l'aide !» cria-t-il bien fort, même s'il dut pour cela avaler beaucoup d'air infect. « Laisse-moi sortir !» Sarah ne voyait pas où se trouvait Ogle. Elle crut qu'il avait peur et voulut le rassurer. « Tout va bien, Ogle. Voici Ludo. C'est un ami, lui aussi. »« Sans mauvais !» brailla la grosse bête rousse. Sarah se rendit compte qu'elle supportait mieux l'odeur si elle se pinçait le nez et utilisait juste le coin de sa bouche pour parler et respirer. « Tu peux me poser par terre maintenant, Ludo, » lui dit-elle avec reconnaissance. Il obéit avec une douceur remarquable pour un être aussi imposant. Alors Sarah constata que Ogle était en fâcheuse posture. « Ludo, laisse-le se relever, c'est Ogle !» Une fois libéré, le petit homme redevint aussitôt agressif. « Comment ça, c'est ton ami? Je croyais que c'était moi, ton ami. »« Vous êtes tous les deux mes amis, répondit Sarah. J'ai besoin de vous. »« Pas autant que j'ai besoin de moi, répliqua Ogle en frissonnant devant le lac boueux. « Tu es insupportable, marmonna Sarah qui parlait toujours avec le coin de la bouche uniquement. »« Pas du tout, je suis aussi supportable que toi, peut-être même plus, si tu veux savoir la vérité. » Sarah haussa les épaules et se tourna vers Ludo pour lui demander comment il était arrivé là depuis la forêt d'ossements. Mais Ludo s'était servi de ses yeux pendant que ses deux compagnons se chamaillaient, et voilà qu'il pointait quelque chose du doigt. Sarah et Ogle se retournèrent et aperçurent un pont rustique qui partait de la bande de terre sur laquelle ils se trouvaient, enjambait une partie étroite du marécage où poussaient des arbres malingres et débouchait sur la rivière opposée, au-delà de laquelle s'étendait une forêt. Sarah secoua la tête d'un air résigné. « Encore une forêt ! Sans doute abritait-elle de nouveaux dangers ou de redoutables paradoxes. » Mais les chances d'atteindre le château étaient plus importantes à présent qu'ils avaient franchi la grande falaise et la grande muraille des Gobelins. « Venez, dit Sarah en commençant à longer le marais qui bouillonnait et fermentait. Traversons vite. »
Tous trois se frayèrent un chemin sur les trois rivages. Les cailloux et les graviers roulaient sous leurs pieds, si bien qu'ils devaient faire attention à ne pas glisser dans l'effroyable bourbier. Ils arrivèrent devant le pont, Sarah en tête. Les petits bouts de bois qui avaient servi à sa construction étaient désormais de la couleur du marais, comme si la boue les avait imprégnés. La puanteur écrasante saturait l'air. Le tablier en bois reposait sur des piles en pierre. Les trois amis arrivaient à hauteur de la première lorsqu'un petit individu belliqueux surgit pour leur barrer la route. « Halte-là !» ordonna-t-il d'un air autoritaire, comme s'il n'avait rien à ajouter. Il portait un élégant pourpoint de style militaire, ainsi qu'un chapeau orné d'une plume. Sa longue moustache blanche avait quelque chose d'aristocratique. Campé sur ses maigres pattes, sa queue touffue jaillissait sous son pourpoint, et il tenait un bâton dans la main droite. Bien que de petite taille, il donnait l'impression qu'il avait l'habitude de commander. Sarah, qui continuait de se pincer le nez et tenait sa manche devant sa bouche pour se protéger de la puanteur, marmonna. « Oh, je vous en prie, il faut que nous passions. »« Nul ne traverse sans ma permission. »« Qui êtes-vous » demanda Sarah. « Messire Didymus, mademoiselle, » répondit la petite créature en faisant la révérence. « Je vous en conjure, messire Didymus, il ne me reste plus beaucoup de temps. »« Il faut qu'on s'éloigne de cet endroit puant, » réenchérit Ogle. « Mauvaise odeur, » gémit Ludo avec un froncement de sourcils si expressif que ses yeux disparurent sous son front et les commissures de ses lèvres atteignirent les bords de sa mâchoire. « Quelle odeur » demanda messire Didymus. « De quoi parlez-vous ?»« Mais de cette puanteur, » répondit Sarah en retirant sa main de sa bouche pour désigner leur environnement. Messire Didymus renifla à plein poumon, testa la qualité de l'air dans ses narines et secoua la tête d'un air perplexe. « Je ne sens rien. »« Tu plaisantes !» lui dit Ogle. Poliment, l'étrange petit personnage s'efforça de comprendre leur problème. En se tenant bien droit, il inspira plusieurs mètres cubes d'air et secoua de nouveau la tête. « Je ne jure que par mon odorat, pourtant je ne détecte rien. » Les autres, nauséeux, le dévisagèrent d'un air stupéfait tandis qu'il continuait de respirer profondément. « L'air est doux et en baume. » Il empoigna son bâton et ajouta. « Et nul ne passera sans ma permission. »« Mauvaise odeur !» hurla Ludo. « Toi de mon chemin !» aboya Ogle en essayant de forcer le passage. Messire Didymus s'interposa. « Je vous préviens, j'ai juré de remplir ma mission et je ne faillirai pas. » Désespéré, Ogle baissa la tête et fonça sur Messire Didymus, mais ce dernier, très agile, posa la pointe de son bâton sur la poitrine de Ogle qui fut bien obligé de s'arrêter. Ludo, qui ne comprenait rien à l'affaire, réagit en voyant quelqu'un que Sarah avait qualifié d'ami être menacé. Il montra Ogle et dit au Messire Didymus d'un air de reproche. « Ami !»« Oh, mais vous ne passerez pas non plus !» Avec une bravoure qui frôlait l'imprudence, Messire Didymus fit tournoyer son bâton et porta une série de coups à Ludo qui fut obligé de reculer. Ogle en profita pour contourner la petite créature et se précipiter vers le pont, mais l'intrépide défenseur de la foi véritable s'y attendait. D'un bond, il se remit en position à l'entrée du pont en pointant son arme sur Ogle. Ce dernier s'arrêta brusquement, puni par prudence. Il recula de quelques pas. De son côté, Messire Didymus dilatait ses fières narines pour prendre de profondes inspirations. Non seulement il appréciait l'air frais, mais surtout, il se réjouissait de faire de l'exercice. Peu de voyageurs passaient à cet endroit et plus rares encore étaient ceux qui mettaient ses compétences de chevalier à l'épreuve. D'ailleurs, c'était la toute première fois que quelqu'un essayait de forcer le passage. Messire Didymus s'était entraîné au maniement du bâton en prévision de ce moment qui lui faisait l'effet d'une délicieuse friandise. Son sang chantait dans ses veines et ses tendons vibraient du plaisir d'appliquer le code chevaleresque du courage aveugle. C'était ça, la vraie vie, le destin pour lequel il était né et qu'il avait solennellement juré d'accomplir. Il aurait volontiers affronté une centaine de Ogle et un millier de Ludo si une telle armée s'était présentée pour traverser le pont. Il aurait aimé d'ailleurs qu'une telle horde passât par là, armée et prête pour le combat. Comment prouver sa vaillance en tant que chevalier si on ne la mettait pas à l'épreuve? Sarah s'avança pour parlementer avec lui. « Oh, s'il vous plaît, laissez-nous traverser votre pont. » Messire Didymus se fendit en pliant le genou et brandit le bâton sous le nez de la jeune fille plusieurs fois, en faisant tourner son poignet avec une grande habileté.
Sarah eut un mouvement de recul. C'en fut trop pour Ludo qui attaqua Messire Didymus avec un grand rugissement de colère. Le minuscule chevalier se défendit vigoureusement en portant des coups de taille et des stocs. Il esquiva les énormes baffes de la grande bête rousse avec agilité et mit à profit sa connaissance du terrain pour bondir sur le parapet du pont et sautiller tout au bord du marécage. Quant à Ludo, il n'avait aucune finesse, mais sa colère et sa force brute le poussaient à poursuivre son adversaire au mépris des coups que celui-ci lui assénait. Une seule de ces claques aurait suffi à expédier Messire Didymus dans la boue s'il avait réussi à l'atteindre. Ogle en profita pour traverser le pont tant que son gardien était occupé. Sarah le regardait s'éloigner avec consternation. Une fois de plus, il ne pensait qu'à lui. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour aider Ludo, et elle non plus d'ailleurs, mais elle était convaincue que leur ami méritait au moins leur soutien moral. Des fragments du pont tombèrent dans la vase et la structure tout entière trembla sous le poids de Ogle. En arrivant sur la rive opposée, il eut au moins la décence de s'arrêter pour observer la fin de ce combat épique. Sarah pensait qu'il disparaîtrait dans la forêt, mais il n'en fut rien. Petit à petit, elle réussissait, semblait-il, à transpercer sa carapace et à toucher son cœur. Le duel ne progressait pas. Tout en se bouchant le nez, Sarah encourageait Ludo, mais aucun des deux adversaires ne semblait sur le point de l'emporter. Ludo réussit à empoigner le bâton de Messire Didymus et tira dessus, mais au lieu de se retrouver désarmé, le petit chevalier se cramponna de toutes ses forces et fit soulever dans les airs, ses jambes battant dans le vide. Ludo laissa échapper le bâton que son adversaire continuait de faire tournoyer, et Messire Didymus heurta le sol dans un bruit sourd. Aussitôt, il roula sur lui-même, telle une balle de caoutchouc, et frappa Ludo en travers des jambes. Surpris par la férocité de ce minuscule despote, Ludo s'écarta un instant pour reprendre son souffle. Le Messire Didymus en profita pour plonger entre les jambes de son adversaire, remonter le long de sa queue comme s'il escaladait la muraille d'un château lors d'un siège et rouer sa tête de coups. Ludo le projeta dans les airs d'un haussement d'épaule, puis regarda autour de lui pour voir où était passé son courageux opposant. Celui-ci, accroché à sa moustache, se balançait juste sous son menton. Comme ça le chatouillait, Ludo leva la main pour se gratter. Messire Didymus en profita pour lui mordre le doigt. La grande bête rousse agita la main en rugissant. Le petit chevalier fut obligé de lâcher prise et se retrouva de nouveau dans les airs. Il atterrit contre un arbre, mais se releva aussitôt et revint à la charge gonflé à bloc, car ravi de pouvoir enfin prouver sa valeur. Ludo trouva une branche et l'abattit sur Messire Didymus, mais c'était comme essayer d'écraser une mouche avec un gourdin. Il ne réussit qu'à creuser des trous dans la bande de terre. Son adversaire s'abrita sous les racines d'un arbre malingre. Ludo utilisa son arme improvisée avec tant de force qu'il pulvérisa les racines et l'arbre bascula. Pendant un moment, le calme revint. Ludo soupira d'un air malheureux. Il avait tué le petit chevalier. Puis Messire Didymus jaillit d'un trou dans le tronc de l'arbre. Les deux combattants étaient épuisés. Messire Didymus ne faisait plus assez confiance à ses jambes pour prendre le risque de s'approcher de Ludo. Ce dernier ne pouvait frapper assez vite pour atteindre son adversaire. Finalement, ce fut le brave petit chevalier qui reprit sa position à l'entrée du pont, leva son bâton, sans peur et sans reproche, et s'exclama à bout de souffle. « Assez! Tu te bats comme un véritable et vaillant chevalier !» Ludo accepta volontiers cette trêve. Il s'assit en allaitant et attendit d'avoir repris son souffle pour brailler. « Mauvaise odeur !» Messire Didymus le regardait avec admiration. « Avant ce jour, je n'avais encore jamais rencontré mon égal au combat. » Il sourit à Sarah d'un air contré. « Mais ce noble chevalier a réussi à me tenir en échec. » Sarah s'inquiétait uniquement pour son ami. « Ludo, tu vas bien ?» lui demanda-t-elle avec tendresse. Répondit l'intéressé qui n'avait pas encore tout à fait retrouvé une respiration normale. Messire Didymus avait beau être fatigué, sa démarche n'en restait pas moins élégante. Il vint saluer son égal au combat. « Messire Ludo, puisque tel est ton nom, je te remets mon bâton, » déclara-t-il en tendant son arme. Ludo n'y jeta qu'un vague coup d'œil, le bâton ne l'intéressait guère. Il se préparait à se plaindre une nouvelle fois de la puanteur, dans l'espoir que quelqu'un s'en occupât. Il ouvrit la bouche pour rugir. Messire Didymus de son côté poursuivit son discours. « À compter de ce jour, soyons frères et guerroyons côte à côte pour défendre ce qui est juste. » Ludo garda la bouche ouverte, mais ravala sa complainte. Ludo avoir frère,
demanda-t-il, le visage rayonnant tout à coup. Pour toute réponse, son minuscule adversaire à la queue touffue vint lui donner une tape sur l'épaule. Un geste qui n'était possible que parce que Ludo était prostré. « C'est une heureuse rencontre que la nôtre, messire Ludo. »« Ludo, messire ?» Sarah était convaincue qu'elle allait mourir si elle continuait de respirer cet air fétide. Elle essayait d'ailleurs de ne pas respirer du tout. En constatant que les deux preux-chevaliers étaient visiblement parvenus à un accord, elle dit « Bien, allons-y. » Elle fit mine de s'aventurer sur le pont, mais messire Didymus la devança et lui bloqua le passage. « Halte là! Vous oubliez que j'ai prêté serment, mademoiselle. Je ne peux pas vous laisser passer. » Ce n'était pas possible. Sarah crut qu'elle allait soulever la petite créature et la jeter dans le marais. Mais le chevalier brandissait de nouveau son bâton d'un air menaçant. « Oh !» s'exclama-t-elle, frustrée en pinçant le nez. « Vous avez dit que Ludo était votre frère. Dans ce cas, vous pouvez sûrement... »« Ma parole est sacrée. Je dois défendre ce pont jusqu'à la mort, » répondit fermement messire Didymus. « Sans mauvais, » brailla Ludo. Sarah ferma les yeux et prit le temps de réfléchir. « D'accord. Essayons de faire preuve de logique. Qu'avez-vous juré exactement ?» Le petit chevalier brandit son bâton au-dessus de sa tête et le contempla avec dévotion. « J'ai juré sur ma vie que nul ne franchirait ce pont sans ma permission. »« Ah !» fit Sarah. « Dans ce cas, pourriez-vous nous donner la permission de passer ?» Un silence total accueillit sa question. Messire Didymus paraissait stupéfait. Dans sa tête, il retournait cette question dans tous les sens. Mais peu importe dans quel bout il la prenait, il ne voyait aucune faille dans la logique de Sarah. Il finit par hausser les épaules et se redressa de toute sa hauteur en dévisageant Sarah, puis Ludo, puis de nouveau Sarah, avant de répondre. « Oui. »« Tant mieux, » dit Sarah en essayant de ne pas respirer trop profondément sous l'effet du soulagement. « Allons-y alors, » ajouta-t-elle en montrant le pont au bout duquel Ogle les attendait toujours. Messire Didymus lui fit une révérence des plus galantes et l'invita à traverser d'un geste élégant. « Mademoiselle ?»« Merci, noble messire, » répondit Sarah en posant le pied sur le pont branlant. Fin du chapitre 12.